Soyez les bienvenus dans cette salle de spectacle exceptionnelle qui nous accueille ce soir. Je suis Thomas Ekel, le directeur de la Fondation de l'Université de Strasbourg et des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et j'ai la mission ce soir d'être le monsieur loyal. La soirée, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Une première étape, dans ce lieu, en 3 temps, avec un temps introductif, une discussion entre 2 personnalités exceptionnelles, et une projection du ciel étoilé de cette salle merveilleuse. Un deuxième temps, dans l'espace d'accueil du Jardin des Sciences, juste à côté, où nous procéderons à l'inauguration du mur des donateurs du planétarium. Merci à eux pour leur soutien. Jean-Pierre Sauvage, qui nous fait l'honneur de sa présence, dédicacera son ouvrage intitulé L'élégance des molécules, et nous vous offrirons ensuite un cocktail. Le Jardin des Sciences, c'est une interface entre la science telle qu'elle est faite par les chercheurs de l'université et un large public composé d'amateurs, de curieux ou de passionnés, petits et grands. Depuis de nombreuses années, il bénéficie du soutien de près de 300 donateurs fidèles et leurs dons offrent la possibilité au Jardin des Sciences d'inviter un grand nombre de chercheurs et de professionnels, de développer de nouvelles thématiques et de proposer des activités complémentaires comme des visites, des événements. Et s'agissant des visites, c'est un succès extraordinaire. Je pense qu'il y a dû avoir plus de 30 000 visiteurs depuis l'ouverture. Votre soutien au projet du nouveau planétarium permet d'investir dans des équipements techniques, d'adapter ses offres aux publics empêchés et de proposer une programmation culturelle exceptionnelle. Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi de conclure par une citation de Stephen Hawking en adéquation avec la mission de médiation scientifique du planétarium. Je cite « Regardez les étoiles et non pas à vos pieds. Essayez de donner un sens à ce que vous voyez et demandez-vous ce qui fait que l'univers existe. Soyez curieux. » Fin de citation. Soyez curieux et j'ajoute, vous êtes généreux. Donc, ce soir, ce planétarium doit exactement, même si vous êtes déjà venu, remplir son office premier, qui est celui de l'étonnement. Je pense que toute science, je pense que Jean-Pierre ne me contredira pas, commence par l'étonnement. Soit on est agacé par une énigme que l'on a envie de résoudre et on peut passer sa vie à essayer de la résoudre, mais aussi un étonnement, je dirais, joyeux de la complexité de l'univers et de sa beauté. La capacité d'émerveillement étant une des manières les plus fortes pour rester jeune et vivant. Je crois aussi qu'il ne faut pas oublier cette dimension importante du lien entre la science telle qu'elle se pratique dans notre université, à commencer par l'astrophysique ou l'astronomie, et la traduction chez les petits-enfants, parce que nous avons aussi envie que les maîtres, les professeurs des écoles donnent à ces enfants l'amour de la science, et pour ce faire, il n'y a jamais d'autre solution que d'être soi-même émerveillé. Quelqu'un qui n'est pas émerveillé ne sera jamais contagieux d'autre chose que de l'aigreur. Et c'est tout ce qu'il faut, pas pour nos petits. L'autre élément que je voudrais souligner ici, c'est que nous sommes dans un planétarium qui est unique en Europe. Là aussi, ça fait partie de tout cet attirail muséal des universités à l'allemande, n'ayons pas peur de le dire, et qui fait notre bonheur et notre joie. Et je veux remercier là aussi l'équipe qui, depuis des années, a été à la manœuvre pour que ce dôme se mette au-dessus de nous et qu'il nous permette à la fois de faire exercice d'émerveillement, mais aussi de science. Nous vous offrons maintenant une discussion autour de la thématique de la diffusion de la culture scientifique avec monsieur Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie en 2016, membre de l'Académie française des sciences et professeur émérite à l'Université de Strasbourg, et Marie-Charlotte Morin, docteur en biologie de l'Université de Strasbourg, médiatrice scientifique, humoriste, dessinatrice. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Merci beaucoup, merci pour cet honneur de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec vous, Jean-Pierre Sauvage. Alors on ne vous présente plus, déjà on l'a dit. Est-ce qu'on dit toujours votre nom avec prix Nobel de chimie maintenant, à chaque fois? À chaque fois, hein? Non. Ça me gênerait terriblement. C'est vrai, l'humilité incarnée. Alors vous n'êtes pas seulement un chercheur brillant, vous avez aussi écrit un bouquin.
qui est à destination du grand public. Et c'est comme c'est le thème de la soirée ce soir, de voir comment la science communique avec la société. C'était important pour vous de parler simplement de vos recherches? Oui, c'est très important d'essayer de les rendre accessibles à un public intéressé, mais pas nécessairement spécialisé. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir avec l'aide d'un rédacteur professionnel où on a été extrêmement complémentaires dans la mesure où à chaque fois que je rentrais trop dans des détails scientifiques qui me reprenaient, il disait non, non, ils vont rien comprendre. Et dans l'autre sens, quand lui écrivait des choses scientifiques, c'était pas toujours parfait et je reprenais. Oui, c'est l'art de la vulgarisation, hein. Trop de jargon, on ne comprend pas. Puis Ouais. il ne faut pas trahir non plus le fond scientifique. Vous dites dans votre livre que vous refusez quasiment aucune sollicitation. Donc il y a vraiment une volonté de parler, peut-être pas seulement de vos recherches, mais de la science en général à la société? Oui, absolument. Quand vous recevez le prix Nobel, disons, il y a sans doute deux attitudes. Il y a ceux qui l'attendaient, alors ils vont trouver normal de l'obtenir, et il y a ceux qui ne l'attendaient pas. Ça, c'est ma catégorie. Donc vous vous dites, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est merveilleux. Et je vais essayer de rendre un peu de cette chance, de ce bonheur que d'être tout d'un coup reconnu à ce niveau-là. Donc rendre à la société, ça veut dire essayer d'approcher les gens, de les intéresser à la science, pas seulement la mienne, bien sûr, à la science en général, à tout niveau. Donc, à ISIS, dans notre institut, l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire, on a fait un gros effort et on a invité ou on a accueilli des dizaines et des dizaines de collèges ou de lycées. Donc, personnellement, j'ai été très heureux de parler avec des gamins de 14 ans, 15 ans, et voilà, et on sent qu'il y a du répondant. Ah, vous aviez des questions un peu, des fois, qui vous ont surpris dans ce genre Ah oui, oui. d'assemblée où vous attendiez pas? Ils sont très sûrs d'eux, les jeunes, quand ils vous affirment des trucs? Ils ne sont pas très sûrs d'eux, mais il y en a qui ont déjà beaucoup réfléchi, qui ont même lu des choses qui vous concernent. Et parfois, ils ont des questions qui sont très directes et embarrassantes, dans la mesure où, bon, on ne sait pas toujours comment répondre. C'est souvent plus difficile que si vous êtes dans un congrès avec vos copains spécialistes. Vous savez quel type de questions ils vont vous poser, mais pas un jeune qui n'a pas une connaissance très approfondie. Mais du coup, là, on parle un peu de jeunesse et de culture scientifique, hein. Michel Daniken en a parlé avant. Il y a un peu péril en la demeure, la culture scientifique. Est-ce qu'elle s'effondre ou pas un peu dans le monde? En tout cas, la confiance envers les sciences, on voit qu'il y a un problème, une sorte de fracture. Il y a un sondage qui est sorti cette année, je ne sais pas si vous l'avez vu, de l'IFOP, sur les jeunes de 18 à 24 ans, qui, en France, hein, là, on n'est pas aux États-Unis avec les 40% de créationnistes terre jeunes, là, où on se dit, mais ça, c'est les Américains. Non, chez nous aussi, on en a. 27% des jeunes ne croient pas en la théorie de l'évolution en France, 18-24 ans. 16% pensent que la Terre est plate, mon Dieu, et 33% seulement pensent que la science fait plus de bien que de mal. Ça vous inspire quoi, ça, Jean-Pierre Sauvage? Ça m'inspire beaucoup de tristesse et je me dis qu'il y a du boulot. Ouais. Il faut essayer de convaincre les jeunes le plus tôt possible, de leur démontrer. Je veux dire, ils peuvent toucher du doigt tous les bienfaits de la science, mais juste, ils ne veulent pas mettre le doigt dessus. Ils ne veulent pas le savoir. Il faudrait aller quoi? À l'école? Oui, Ouais, oui, à l'école, aller parler de oui. science. Vous y allez Oui. dans les écoles, dans les collèges? Bah, oui, je l'ai fait beaucoup. C'est un petit peu ce que je disais auparavant. Vous les faites venir et vous y allez. Voilà. Voilà. Mon record est une classe de CM2. Comment on explique les machines moléculaires à un enfant de 10 ans? Ça m'intéresse. Bah, disons, déjà avec des diapositives. Quand il y a du visuel, c'est plus facile à expliquer. Mais il faut commencer par la molécule, ou plutôt les atomes, les éléments, la molécule. Faire remarquer que beaucoup de ces molécules ne bougent pas, ou presque pas. Et que nous, chimistes, on a réussi à trouver des trucs pour les faire bouger. Et que ça ressemble à des systèmes biologiques, que vous connaissez sans doute mieux que moi, qui sont des moteurs rotatifs, des moteurs linéaires, etc. Et ça les intéresse. Vous les avez captivés, même des enfants. Oui, je pense que ça les intéresse, oui. Peut-être qu'au niveau de la société, ce qu'il y a entre le chercheur et le commun des mortels, il y a aussi les médias. Vous en parlez dans votre livre, des fois, des questions de journalistes qui étaient assez déroutantes, tellement la culture scientifique était pauvre. Oui, déroutante, je dirais même déprimante.
c'est plus sévère, mais j'assume. Disons, il y a des journalistes formidables, journalistes de radio souvent, formidables, qui ont des notions très précises, qui posent des questions qui vous déstabilisent un peu, mais c'est très sain. Et il y a des journalistes de télévision, on va dire, qui sont moins formés. Vous parlez d'une journaliste qui vous a posé une question un peu étrange. On peut raconter cette anecdote ou... Bien sûr, bien sûr. Donc c'était 2-3 jours après l'annonce du prix Nobel. Et là, il y a eu quand même un peu de folie, avec beaucoup de contacts, beaucoup d'interviews. Et je reçois un coup de fil. Donc les coups de fil étaient filtrés par notre standard à Isis. Et le coup de fil arrive, c'est quelqu'un qui se présente comme journaliste au Bangladesh. Très bien. Bon, je l'ai tout de suite découverte. Elle avait un accent américain à couper au couteau. Je lui ai dit, Bangladesh, vous y travaillez peut-être, mais vous êtes américaine. Elle en a convenu. Et alors, elle m'a demandé ce que c'était que ces molécules en mouvement. Voilà, ça semblait l'intéresser. Et après quelques minutes, donc la conversation allait s'arrêter. Elle me dit, mais au fond, ma question la plus importante, comment savez-vous que ces molécules ne souffrent pas? Alors, vous savez ce qu'est une molécule, hein? Un assemblage d'atomes, on est à 10 milliards de kilomètres de la vie. Donc là, je suis resté très poli et j'ai attendu que la conversation se termine. Il y a quelque chose, vous parlez aussi souvent, pas seulement les journalistes ou les gens un peu naïfs, mais ils disent, mais à quoi ça sert vos recherches? Vous n'avez pas marre d'entendre ça? À quoi ça sert? Je trouve qu'ils ont raison de poser cette question. Et il y a des réponses, disons, que l'on peut apporter, qui devraient les satisfaire. C'est qu'il y a souvent un grand décalage dans le temps entre des découvertes fondamentales et des applications qui vont venir de ces découvertes. C'est vrai dans presque tous les cas. Si on s'intéresse aux grandes applications venues de découvertes scientifiques, on se rend compte qu'il s'est souvent passé 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle pour certains. Les semi-conducteurs qui ont conduit ensuite à des transistors et à toute l'électronique qu'on connaît, les semi-conducteurs ont été découverts dans les années 1830. Il s'est passé plus d'un siècle avant que, grâce à la physique quantique, les transistors arrivent avec ces semi-conducteurs. Donc, j'ai pas de mal, disons, à défendre la science fondamentale et à l'absence d'application rapidement. Quand on reçoit un prix Nobel, j'imagine qu'on a une visibilité qu'on n'avait pas avant. Comme je peux citer un grand philosophe, Spiderman, qui disait un grand pouvoir incombe des grandes responsabilités. Est-ce qu'on doit faire plus attention à ce qu'on dit? C'est une sacrée pression quand même, non? Oui, c'est une grosse pression. Bien sûr, on fait attention à ce qu'on dit et ce qu'on écrit, dans la mesure où ça risque d'être repris, ça risque d'être déformé et utilisé, disons, contre la science. Donc, il faut faire très attention. J'ai essayé de faire attention. Je ne sais pas si j'ai toujours réussi, mais j'ai essayé de faire attention. Et d'utiliser ce prix Nobel pour redonner un petit peu une belle vision de la chimie. Pourquoi le mot chimie sonne toujours comme quelque chose de mauvais, de polluant? C'est quand même assez terrible, ça. Finalement, vous dites que c'est une des sciences fondamentales les plus mal aimées. Pourquoi? Disons, chimie, ça a deux sens. La chimie, c'est une science. Bon, là, on ne peut pas critiquer une science. Ce sont des gens qui font avancer la connaissance, qui essayent de répondre à notre curiosité. Mais la chimie, c'est aussi une industrie. Et l'industrie, bien sûr, elle a laissé de très mauvaises expériences dans plusieurs endroits dans le monde, de manière trop fréquente. Donc il y a un peu confusion, je pense, entre la science chimique, les sciences moléculaires ou les sciences des matériaux, et les applications chimiques industrielles. Oui, un peu avec la science, c'est un peu toujours comme ça, au lieu de critiquer la méthode, on va jeter le bébé avec l'eau du bain, si je peux dire. Voilà, on va critiquer l'application, alors que c'est plutôt la démarche intellectuelle qu'il faut défendre, évidemment. Alors, vous parlez des réseaux sociaux, vous en parlez pas forcément bien. Finalement, vous êtes en compétition avec des vidéos de chats, Jean-Pierre Sauvage. Voilà. C'est très difficile, non, c'est très difficile. Sur Internet, même des faits alternatifs qui sont très accessibles, très simples. Bien et sûr. Vous venez avec des machines moléculaires. C'est un gros travail pour rendre ça attractif. Je vous le fais pas dire, oui. J'imagine, ouais. Mais
disons, moi, je ne mens pas, au moins. Je sais Oui. quand même plus ou moins de quoi je parle. C'est ça, vous avez C'est ça pour important. vous. Je ne sais pas si aujourd'hui la vérité est si importante ou plutôt quelque chose qui nous convient. Et merci de faire l'effort en tout cas. Par contre, j'ai vu, vous n'avez pas de TikTok, Jean-Pierre Sauvage, vous n'avez pas de Facebook. Désolé. Non. Eh bah voilà. Comment on va concurrencer des vidéos de maquillage alors si vous n'y êtes pas? Je ne suis pas le seul à pas avoir Facebook. C'est vrai. Je veux dire, Parce que du coup, on a fait un peu un constat dans la société qu'on avait un peu besoin de plus vulgariser les sciences, de rattraper une certaine confiance qui a l'air de plus être là. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et comment on fait on va peut-être parler des outils maintenant. Quel est le rôle du chercheur dans tout ça? Est-ce qu'il a vraiment juste un rôle de créateur de savoir ou est-ce qu'il maintenant il doit être actif et aller parler aux gens? il doit communiquer. De mon point de vue, disons, tout chercheur qui n'est pas trop timide doit faire son possible pour communiquer, rencontrer des gens, visiter des collèges, des lycées. Alors, par parenthèse, l'Académie de Strasbourg avait organisé il y a 20-25 ans des visites de scientifiques un peu visibles dans des lycées et des collèges. Et c'était une opération formidable. Puis ensuite, c'est tombé dans l'oubli. Dommage. Ouais. Ouais. Et donc aller dans les écoles, est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi peut-être dans les écoles au niveau enseigner la méthode scientifique? Parce qu'on enseigne les sciences, mais est-ce qu'on enseigne la méthode, la démarche? Alors, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. On devrait peut-être aller en parler quand même un petit peu dans les sciences, parler un petit peu, pas seulement des résultats de la recherche, mais comment on l'a fait. J'ai l'impression qu'on nous interroge plus là-dessus, nous les scientifiques. Ah bon, vous avez trouvé ça, mais comment vous avez fait? Comme si on se... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. Vous le faites. La chimie, si je peux revenir à la chimie, disons, en général, dans les écoles, et vous le savez aussi bien que moi, elle est enseignée par des profs tout à fait sérieux, motivés, qui la plupart du temps ont fait des études de physique en priorité. D'accord. Donc quand ils enseignent la chimie, ils sont moins à l'aise, ils sont sans doute moins amusants, moins convaincants, parce que la plupart des profs de physique-chimie dans les lycées sont des physiciens. Et les physiciens sont pas drôles alors, c'est ça? Bah, les physiciens, ils enseignent physiciens, bien la ouais, physique, ils enseignent peut-être moins bien la chimie. De même que quelqu'un qui a fait des études de chimie et qui se retrouve dans un lycée va enseigner la chimie, bien parce qu'il est à l'aise, peut-être un peu moins bien pour la physique. C'est un peu poussiéreux la chimie à l'école? Ça devrait être un peu plus J'ai l'impression, oui. dynamique, ouais, J'ai d'accord. l'impression. Bah, les programmes ne sont pas très excitants. Hein. Je me souviens plus de mes cours de chimie, je vous avoue. Alors, vous avez choisi de publier un livre. Est-ce que le livre, vous l'avez dit avant, c'est un peu pour les gens qui sont déjà convaincus, non? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose pour aller chercher des gens qui ne seraient pas convaincus? Mais là, j'ai essayé quand même. Disons, il y a des tas d'exemples vers la fin de mon livre qui démontrent que sans la transformation de l'azote en ammoniac pour faire des engrais, une grande partie de l'humanité mourrait de faim. Par exemple, c'est juste un exemple. Donc, c'est aussi une défense de la chimie appliquée, hein, même s'il y a eu des fautes, bien sûr. Ouais. Mais c'est bien de le rappeler parce que vous avez un peu une dent, ce que je peux comprendre, hein, je partage votre sentiment, sur le fait qu'on parle toujours des méfaits de la science, et alors que c'est un peu ingrat, quoi, de se dire il y a quand même énormément de progrès qui sont dus pour l'humanité au progrès scientifique, et qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on retient que des grosses affaires, Servier, Mediator, ce genre de choses, alors que c'est bien triste, c'est bien peu de choses par rapport à tous les bienfaits. Vous vous rappelez que la pharmacologie, c'est de la chimie. Ouais. C'est important de le remettre en perspective, parce que tant qu'on n'a pas à prendre beaucoup de médicaments, on ne le sait pas forcément. Oui, c'est de la chimie. La médecine, c'est en grande partie de la chimie. Mais alors, il y a les exemples des OGM hein, qui ont tellement excité, disons, de gens contre cette technique. Je cite quand même quelques exemples, dont l'un est celui du riz doré ou du riz tuba. Bon, qui a vraiment empêché des millions de gens de mourir de faim. Parce que c'était un riz... c'était un riz qui se noyait, disons le riz non modifié se noyait. Dès qu'il y avait des inondations, les plantations de riz pourrissaient après quelques jours. Et là, il y a eu des travaux magnifiques pour modifier le riz normal et en faire un riz très résistant qui peut tenir 2 semaines ou 3 semaines sous l'eau, sans pourrir, et qui a... Ça conduit au riz tuba. Donc on voit très bien le tuba, le riz, le respirer. Nous le nom
quoi. Donc c'est bien de refaire une place sur les applications de la chimie qui ne sont pas négatives. Hein, parce que c'est vrai que ma nièce m'a dit l'autre jour, je ne veux pas de tes bonbons, ils sont chimiques. J'ai trouvé ça... Je suis quoi? Mais tout est chimique, enfin. Et j'entends souvent ça, ce problème avec la chimie. Donc, il y a du boulot quand même. Hein. Il y a du boulot, oui. Mais si vous avez un colorant chimique, bien sûr, vous êtes convaincu, au moins on sait ce qu'il y a. Alors que si c'est un colorant, par exemple, ou je sais pas, un dérivé pour le goût, qui est extrait, à mon avis, il y a plus de prise de risque. Parce qu'il est moins purifié qu'une molécule chimique synthétisée. C'est bon à savoir, ça. Ouais, je dirai ça à ma nièce la prochaine fois. Alors, dans les outils pour vulgariser les sciences, forcément, on est dans un outil absolument incroyable, le planétarium. Il y aura aussi le musée zoologique qui ouvrira l'année prochaine, c'est promis? Et on pourrait imaginer quelque chose comme ça pour la chimie ou pas? Un musée de la chimie? Ah ouais, ce serait pas mal. Vous avez des donateurs, là, devant vous, c'est le moment. Faire des manips, disons. Inviter des enfants, inviter des ados à faire des manips dans des labos, disons, très bien contrôlés, avec des gens motivés. Ça devrait marcher extrêmement bien. C'est pas trop dangereux parce que, je sais pas, la chimie, il faudrait vraiment que ça soit bien contrôlé. Hein. Parce qu'on parlait à un moment donné des sciences participatives où les gens deviennent acteurs de la recherche, ou des chercheurs qui leur font faire aller chercher une météorite quand elle est tombée, aller compter des orchidées sauvages, ou aller faire des photocopies de documents anciens. Oui, donc, mais ça, en chimie, on peut pas le faire. C'est pas Alors, facile. je vais vous dire un truc un peu personnel. Quand j'ai démarré mon labo, très vite, il y a eu 2 thésards très sympas avec lesquels on s'est extrêmement bien entendu. Et en même temps, on avait un fils en primaire. Et j'avais demandé à la maîtresse si on pouvait faire un peu de chimie dans la classe. Donc, des petits, hein, vraiment des petits. Et elle avait donné son accord. Elle était contente, un peu effrayée, mais bon, on n'a pas eu peur. On est arrivé à 3 avec du matériel et on a fait des belles manips. On a fait de la luminescence, chimioluminescence. On mélange des trucs, ça fait des flashs. Hein, on mélange 2 solutions, ça flash. On a fait une pendule chimique. Donc il y a des systèmes oscillants, comme ça. On a une solution, quand on a bien fait le mélange, c'est rose, puis ça bouge un peu, puis ça devient bleu. Puis ça redevient rose toutes les 30 secondes. Fascinant pour les petits, là. Les gamins, ils étaient fous. On leur a mis de la carboglace dans de l'eau, donc ça fait des fumées terribles, comme les groupes de hard rock sur les scènes. Et les gamins étaient fous. Ils nous ont fait des dessins après. Il paraît qu'ils étaient vraiment... Ils voulaient que ça recommence le plus vite possible. Bon, ben voilà, pour le Jardin des Sciences, il y a des représentants, il y a tout un projet à faire. On peut faire un musée de la chimie, ce serait super à Strasbourg. Le message est lancé, hein. On vous rappellera. Hein. Alors, ça fait une petite transition pour ceux qui ont envie d'aider la science, qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas envie de photocopier des sceaux anciens, alsaciens, ce genre de choses du Moyen-Âge. Vous pouvez aussi donner, donc c'est ce que vous avez fait. L'engagement citoyen ultime, c'est le mécénat. Vous me disiez juste avant qu'il y avait une culture du don qu'on pouvait retrouver aux États-Unis et qu'on n'avait pas forcément en France. Donc, merci à vous, hein, déjà, vous allez contre votre culture. Merci. Et ça, vous l'avez plus vu quand vous étiez aux États-Unis? Oui. Bah, disons, franchement, c'est de notoriété publique. Les universités américaines ont souvent des bâtiments, très souvent des bâtiments, des stades qui portent un nom. C'est le nom du donateur ou de la famille du donateur, toute la famille. Et ça, c'est extrêmement courant. Ce sont des gens qui ont été étudiants dans une université, qui ont réussi leur vie par la suite. Vous le voyez d'un bon œil, ça va, que des entreprises donnent à l'université? Bien sûr. Je veux dire, l'entreprise doit être accueillie à bras ouverts dans l'université. Je ne sais pas si Monsieur le Président sera d'accord. Oui. Mais ça fait plaisir de l'entendre, hein, parce que des fois, ça peut être soulevé comme un problème, alors que non, c'est vraiment intégrer les acteurs économiques à donner pour leur université. Ça fait un peu ringard. Mais il y en a qui pensent encore comme ça, donc ça fait plaisir d'entendre un chercheur qui dit « mais non, il n'y a pas de problème de donner à l'université ». D'ailleurs, les dons, il y en a eu pas mal. On parlait avant un peu de méfiance envers la science, mais si on peut rappeler, rien que pour les hôpitaux, il y a eu 1500 donateurs particuliers, 500 000 € qui viennent des particuliers, c'est fort, 1600 donateurs
tout confondu, particuliers, entreprises, pour 6 millions d'euros juste pour les US, donc les hôpitaux universitaires. Donc finalement, on parlait de confiance en la science, c'est un bon signe, non? Ah oui, très bon, très bon. On est un peu optimiste pour finir cette conversation, parce qu'on était un peu au début sur un constat un peu amer, mais il y a quand même encore des gens qui soutiennent l'université, des gens qui y croient, vous, ce soir, et merci d'avoir donné au Planétarium, à la vulgarisation. Et pour peut-être conclure cette conversation, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce qui se passe en ce moment avec les gens? Est-ce qu'on va remettre les gens dans le chemin de la raison? Vous parliez d'un virus de la déraison, est-ce qu'on va y arriver? Disons, je suis naturellement optimiste. Oui. Mais dans ce cas particulier, oui, Ouais. je reste optimiste. Avec ce... Je crois disons, c'est un peu à nous de faire des efforts. C'est aux chercheurs? Vous pensez que c'est aussi un peu la faute des chercheurs? Oui, il y en a eu beaucoup qui ne sont pas beaucoup sortis de leur bureau ou Ouais. de leur labo. Et oui, il faut communiquer, quoi. Voilà, Communiquons. Voilà, Et sur les nos gens recherches. se- Et voilà, très bien. Bah, merci Jean-Pierre beaucoup. Sauvage. C'était passionnant. Merci.